de nos troupes aux frontières, mais aussi de la présence de l'État dans certaines de nos entités, nous ne pouvons pas espérer nous en sortir. La deuxième chose, c'est que la question ne peut plus être tenue comme de la responsabilité de la République démocratique du Congo seule. Il n'y a pas moyen, parce que c'est une question qui concerne la sous-région entière. Elle est à la base de tous les prétextes que les voisins, Rwanda, Ouganda, Burundi, l'implication d'ici, ont pris pour nous envahir chaque fois et nous créer des rébellions. Il faut donc que la question soit remise à la table. Aujourd'hui, tout le monde est en train de parler d'élections ici, de glissements là-bas et de quoi là-bas. Mais demain, nous pouvons ne plus avoir un pays parce que la guerre des autres va déborder chez nous. Il y a des bruits de bottes. Les États-Unis viennent d'accuser formellement le Rwanda d'être en train de fomenter des tours de Burundi. Et donc, par rapport à l'affirmation des États-Unis confirmant réellement l'implication du Rwanda dans la déstabilisation du pouvoir en place au Burundi, quelle doit être l'action réellement de la communauté internationale? Les États-Unis haussent les tons, mais doit-on se limiter seulement au ton ou bien prendre d'autres sanctions? Bon, les gens les plus pessimistes disent toujours que oui, les États-Unis haussent les tons, mais vu leur relation avec le pouvoir rwandais, ils n'agiront pas de façon, j'allais dire, concrète. Hein, on fait simplement des déclarations d'intention. Il n'y aura pas de décision lorsque le président du Rwanda a pris la décision de changer sa constitution et de faire un référendum pour briguer un troisième mandat. On a entendu des protestations, mais puis c'est fini. On a dit ils ont le droit de les faire. Pas de sanctions sur le plan économique, pas de sanctions, politique, rien, personne n'en a parlé. Militaire. Non, ni pour le Congo-Brazzaville, ni pour le Rwanda. Ça signifie que les genres de déclarations des États-Unis... C'est un peu l'enfant gâté des États-Unis, ça dépend donc des relations et de l'intérêt qu'on porte à tel ou tel pouvoir. Ce qui signifie que aujourd'hui... Mais pourquoi? Quel intérêt trouverait le Rwanda à pouvoir déstabiliser le Burundi? N'oubliez pas que le président Kagame a une grande idée de ce que devrait être la puissance du Rwanda, mais spécialement de son ethnie. Il a son idéologie où il dit qu'il faut protéger les Tutsis d'un éventuel génocide. Avoir un pouvoir burundais venant des Hutus purs et durs comme le président Nkurunziza, donc les gens du CNDD et FDD, dont on sait que c'était des maquisards, ils n'ont pas participé, comme vous le savez, aux accords d'Arusha. Parce que pour eux, leur principe, c'est un vote, donc un homme, une voix. C'est-à-dire que nous devons faire la démocratie dans le sens classique où la majorité est au pouvoir parce que la majorité a gagné les élections. Alors que Arusha, c'était le partage 60-40 ou 45-60, c'était cela qui était en train de par rapport aux ethnies. Eux, ils ont toujours refusé cela. Et donc, pour le président Kagame, comme pour certains supporters de la communauté internationale, ils considèrent que ce qui se passe au Burundi met en danger, si je puis dire, une sorte d'alternance dont ils aimeraient qu'elle prenne forme, où aujourd'hui on aurait ce président Hutu et que demain on puisse avoir un président de l'ethnie Tutsi. Ça, ce sont des vérités qu'il faut dire, et il faut les dire à haute voix. Quand on entend parler les gens, on oublie très vite ces réalités burundo-burundaises qui peuvent demain dégénérer. Aujourd'hui, donc, la RDC, qui est en train de subir justement les conséquences de ces conflits, devra prendre des mesures draconiennes pour d'abord éviter que notre territoire ne soit utilisé comme base arrière, comme ça a été le cas dans le temps. Vous avez utilisé les mots base arrière. Nous sommes rendus à Uvira, où les forces de sécurité ont appréhendé des sujets burundais, mais ethnie Tutsi, appréhendés avec les cartes d'électeurs congolais, provenant de la forêt de Mugunga, je ne sais pas si je prononce très bien, ils ont affirmé avoir bénéficié de la formation militaire de la part de Rwandais pour déstabiliser le Burundi via le Congo. Donc la question de la République démocratique du Congo, de Tutsi, les Hutus
les Nandais aujourd'hui qui s'impliquent, qui sont à couteau tiré avec le Hutu. Donc la problématique de la sécurité de la CIRGL est encore entière, ce n'est pas encore résolu. Ce n'est pas résolu, Crispin, mais aussi la complexité vient du fait que les intérêts ne sont pas les mêmes. Le cas, par exemple, des Nandais des Hutus aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est un problème qui est récurrent là-bas, mais qui peut être, je crois, vite résolu, dans la mesure où l'État, si l'État prend ses responsabilités et il y a une délégation gouvernementale qui s'est déplacée. Je suis heureux que cette délégation soit partie avec des leaders des deux ethnies qu'on connaît, comme le ministre Seroufouri, comme le ministre d'État Banamouere, etc. C'est des sages qu'on connaît, on sait qu'ils ont de l'ascendant, mais le problème, il faut qu'on résolve d'abord le problème de la cohabitation et de la délimitation des territoires. Ce problème n'a pas encore été résolu. Et aussi les problèmes sécuritaires parce que vous savez qu'aujourd'hui même il y a donc des mélanges même aujourd'hui il y a des milices des milices Maï-Maï qui sont en train d'aider un camp, ils aident par exemple les Nandais, c'est les milices de M. Guidon comme on l'appelle. Je me suis occupé à un moment donné de la démobilisation et de la réinsertion donc des anciens miliciens lorsque nous avons terminé les accords de Goma et donc je connais tous ces groupes et je sais que ça peut dégénérer parce qu'ils sont armés de part et d'autre. Entre-temps, les FDLR se mettent aussi du côté des paysans. J'entends même, j'ai vu... Ah mais bah là, excusez-moi, désolé. Je reviens donc à la problématique telle que vous l'avez posée au niveau régional. Au niveau régional, il faut qu'aujourd'hui, tous les chefs d'État de la CIRGL qui ont signé l'accord cadre d'Addis Abeba. Je vois des gens l'évoquent seulement pour le dialogue, mais ils oublient que c'était un engagement de tous les chefs d'État de ne pas déstabiliser les voisins. Ce n'était pas seulement pour la République démocratique du Congo, c'était pour les autres. Et donc, ceux qui aujourd'hui sont en train d'envoyer ces gens armés, de former ces gens armés pour déstabiliser les voisins, sont en train de jouer un jeu très dangereux, dans la mesure où les uns et les autres peuvent s'armer quand ils le veulent. Et donc, on ne va pas résoudre le problème. Dans le cadre des accords d'Addis Abeba, vu qu'un voisin veut déstabiliser l'autre, est-ce qu'il peut y avoir une coalition de forces pour l'interdire? Je fais confiance à la communauté dite internationale, je fais confiance à l'Union africaine pour qu'elle se saisisse de cette question. Il ne faut pas que ce soit des étrangers qui soient toujours des étrangers à l'Afrique, si je veux dire, qui soient toujours, qui aient toujours de la compassion envers nous-mêmes Africains. Vous avez parlé des États-Unis qui ont fait des déclarations, qui font des déclarations sur nous également, etc., qui promettent ceci et cela, sans résoudre les problèmes de fond, où nous avons besoin de vivre, nous avons besoin de moyens. Toutes ces déclarations là-bas, nous disons que ce sont les Africains eux-mêmes qui doivent trouver des solutions africaines. J'étais content, moi, quand j'ai appris que Mme Zuma, par exemple, avait envoyé Edem Kodjo pour venir faire le facilitateur, pour faciliter le dialogue entre Congolais ici. Je dis, il faut que ce soit les Africains eux-mêmes qui prennent de temps en temps des initiatives. Aujourd'hui, même si l'Union africaine a échoué au Burundi, parce qu'elle n'avait pas pris la mesure de ce qui était en train de s'y passer et des forces en présence, il faut qu'aujourd'hui, on comprenne que si on laisse cette situation qui est en train de dégénérer, la guerre qui était classique, la guerre qu'on nous faisait de façon classique en créant le CNDP, en créant le M23, etc. C'était une guerre classique où des soldats se battaient entre eux. Maintenant, la guerre est devenue sournoise. Elle a pris des allures de terrorisme, c'est-à-dire de déstabilisation avec mort d'innocents, des gens qui ne sont pas armés. On fait des pogroms. Et quel est le but des jeux pareils? Le premier but, c'est de vider les territoires de leurs habitants. Génocide. Quand quelqu'un est en train de vider les territoires, ça s'apparente à un génocide. Deuxièmement, à qui cela fait-il mal? Ces populations là-bas qui sont en déplacement et tous les autres s'en prennent à leur gouvernement en disant « le gouvernement ne fait rien pour nous ». Et pourtant, il y a des opérations militaires qui se font là-bas, mais comme dans tout acte de terrorisme, il y a parfois une certaine impuissance. Et ça crée les tensions sociales. Ça crée des tensions sociales. La France n'a pas une armée faible.
Mais qu'a-t-elle fait pour éviter cette armée n'a rien fait pour éviter, n'a pas pu faire quelque chose pour éviter les attentats de Paris. Les États-Unis ont l'armée la plus forte du monde. Mais est-ce qu'ils ont pu empêcher le 11 septembre d'arriver? Donc, en matière de terrorisme, lorsqu'on prend cette voie là-bas, il faut arriver à circonscrire le but pour lequel ces gens sont en train de commettre ces actes. On ne tue pas les gens comme ça, sans idéologie. Quand les islamistes disent qu'ils tuent, et ils tuent les autres parce que ce sont des mécréants, parce que les autres sont des mécréants, on se demande si ceux qui tuent au Nord Kivu pensent que les autres sont des mécréants. Jean Bosco Baala, merci d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau. La problématique sécuritaire dans la sous-région des Grands Lacs reste complexe au regard des explications données par notre invité Jean Bosco Baala, qui a démontré réellement qu'il y a des choses qui se font à l'Est. Ça fait peur à entendre. Hein? Bien, c'est pour ça que j'aimerais éveiller l'attention de notre peuple pour qu'on ne soit pas focalisé seulement sur les questions politiques, qu'on pense également que si nous n'avons plus de pays, nous ne pourrons plus faire de la politique. Nous allons devenir des apatrides. N'est-ce pas? Mesdames et messieurs, c'est par ces mots que nous disons merci à vous d'avoir suivi cette émission. Au revoir.